Je vous souhaite une bonne après-midi et n'hésitez pas à faire remonter vos remarques à la rédaction de Zouk TV si vous avez besoin de toucher aussi notre docteur Pellage. Voilà. Bonsoir, docteur Pellage. Bonsoir, Madame Simeralda. Avec plaisir, je suis avec vous aujourd'hui. Voilà. Puisqu'il s'agit d'enfants. Il s'agit d'un sujet aussi qui est très important pour l'enfant, mais pour notre société, celui de l'alimentation, en fait, par le biais du goût. Et c'est votre public, c'est le terrain sur lequel vous intervenez. Certainement, parce que finalement, on se rend compte que nous avons des problèmes sanitaires sérieux en Martinique, dont l'essentiel, c'est peut-être le diabète et l'obésité, puisque nous parlons alimentation. Et ce diabète et cette obésité sont liés justement à une malnutrition, une mauvaise nutrition. Quand on interroge les gens pour savoir ce qu'ils mangent, pratiquement plus de 60% mangent du riz plusieurs fois par semaine. Le riz est devenu l'aliment le plus consommé en Martinique comme légume, alors que nous avons des fruits à pain qui tombent sur le bord des routes et que personne ne cueille, ne fait cuire. Quand on demande aux gens également qu'est-ce que c'est qu'un fruit, est-ce que vous connaissez des fruits, est-ce que vous en mangez? Oui, je mange des pommes et des raisins, alors que nous avons des mangos. Ah non plus. Qui pourrissent. Voilà, qui pourrissent. Oui. Avant, il n'y avait pas un seul mango qui restait dans un arbre. Bien sûr. Et tous les mangos étaient valorisés. Aujourd'hui, on a une espèce de déculturation. On a pris l'habitude de manger des choses autres que les aliments que nous avions il y a 50 ans. Et malheureusement, on peut faire un lien avec les problèmes sanitaires que l'on rencontre. Parce que le riz, s'il faut prendre cet exemple, c'est un aliment glucidique. Qui a un index glycémique, c'est-à-dire qui se transforme en sucre beaucoup plus important que la patate douce. Tout à fait. 2 fois plus important que la patate douce. Et qui ont des index glycémiques beaucoup plus bas que le riz. Et nous avons un pays de diabétiques, de gens qui sont prédiabétiques ou diabétiques qui consomment du riz, alors qu'en fait, ils ont des patates douces. Donc je crois que c'est très, très important de faire cette émission parce qu'on se rend compte que le goût, il s'éduque depuis l'enfance. C'est ça. Et c'est ça l'intérêt, parce que dans les cantines scolaires, on fait la même remarque. Les assiettes restent remplies quand on met des haricots verts. Elles restent remplies. Par contre, si vous donnez une pizza, tout le monde va manger. Tout le monde. Et puis, même dans les restaurants, on vous fait remarquer, tiens, votre enfant mange les légumes du pays. C'est surprenant. Il apparaît comme un petit extraterrestre parce que les autres ne mangent que des frites, que des hamburgers. Voilà, des hamburgers, des frites, du riz. Mais les restaurants ne vous servent presque du riz, peut-être 2 petites rondelles de banane jaune. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire, on va dire aux gens, à notre public, que beaucoup de gens, je pense, n'ont pas ce type de réflexion-là, c'est-à-dire qu'ils vont venir faire le constat que les enfants n'aiment pas ci, n'aiment pas ça, mais ils n'ont pas le sentiment d'avoir une responsabilité dans ce désamour ou cette désaffection de l'enfant pour certaines choses. Et à mon avis, c'est vrai qu'on a des problèmes avec l'enfant à la Martinique, à lui donner une place, mais je crois qu'on a aussi un problème de savoir-faire avec lui. Et est-ce qu'on le connaît assez pour savoir qu'on le fabrique, en fait? Et absolument. Vous avez introduit tout à l'heure l'émission en disant que l'enfant, c'est le lien entre nous et le futur, mais c'est tout à fait ça. Maintenant, on se dit que l'enfant, c'est le père de l'homme. C'est ça. C'est le père de l'homme. C'est-à-dire que tout se joue avant 6 ans. Ça aussi, c'est une façon d'exprimer le fait que c'est... On prépare l'adulte dans l'enfance. Mais docteur, quand vous dites ça, c'est tellement puissant parce que en Afrique, dans beaucoup de civilisations africaines, ou en tout cas culture, l'enfant est un ancêtre qui revient. Jusqu'à ce qu'il ait fait un certain nombre de rituels pour occuper la place d'enfant, puisqu'il revient sur la... Mais théoriquement, de manière, en tant qu'entité, c'est un ancêtre qui revient. Donc c'est ce cycle-là qui ne se rompt jamais. Et plus le temps passe, plus on se rend compte que des maladies d'adultes sont programmées in utero. C'est-à-dire que dès la 3e semaine de vie fétale, l'enfant programme l'adulte qu'il sera par la suite. Et c'est très, très important. Cette grossesse qu'on a tendance peut-être un petit peu à négliger, elle détermine finalement notre futur. Et en parlant d'obésité, par exemple, on sait qu'une femme qui fume pendant la grossesse donnera naissance à un enfant avec un risque important d'obésité.
qui fument pendant la grossesse. Donc ce qui se passe pendant la grossesse, pendant les premières semaines, va déterminer ce que sera l'adulte de demain. Donc il est très important de constater que l'on a un rôle à jouer dès la grossesse, dès la petite enfance. Certains pédiatres parlent des 1000 premiers jours comme étant déterminants pour l'adulte futur. On dit aussi psychologiquement que tout se joue avant 6 ans. Je crois que plus que jamais, c'est important, parce que le goût aussi, c'est... Mais avant 6 ans, docteur, pour ce qui concerne la structuration psychologique, mais le goût, les choses dont vous allez nous parler bien avant 6 ans, mais absolument. C'est au berceau. C'est pendant même la vie fétale, parce qu'on se rend compte que finalement, le goût... Parce qu'aujourd'hui, les neurosciences ont beaucoup progressé. Absolument. On arrive avec les échographies à observer un fœtus et on se rend compte qu'il déglutit le liquide amniotique et qu'il fait une grimace différente quand le liquide est sucré en fonction de ce qu'a mangé la maman, quand il est sucré ou quand il est salé. Donc déjà pendant la vie fétale, c'est-à-dire au bout de 9-10 semaines de grossesse, l'enfant est capable de faire une distinction entre le sucré, quand sa maman a mangé des choses sucrées, et le salé. Qui lui font plaisir, hein, les choses sucrées lui font plaisir. C'est-à-dire qu'il peut aimer le sucré ou le salé, mais il est certain que s'il fait la différence... Si on l'habitue au salé, si on l'habitue au sucre, déjà en tant qu'embryon... Mais il fait la différence, ça signifie que son cerveau a enregistré une émotion, a enregistré une impulsion électrique qui a déclenché une émotion et qui a déclenché un plaisir. C'est ça. Et ça, on sait que le sucré est justement source de plaisir pour le petit homme. Plus que le salé, mais vous avez des enfants qui sont indifférents à toutes les saveurs. C'est rare que la saveur amère, ils aiment. Mais en fait, il y en a qui... On le voit aussi quand certains enfants sont allergiques aux protéines du lait de vache et qu'on leur donne certains laits, des hydrolysats de lait, qui ont vraiment un goût pas agréable. Vous en avez qui se délectent. Vous avez des enfants qui le boivent aussi bien que si c'était un lait sucré. Donc je crois que... Parce qu'ils en ont l'habitude. Non, vous l'introduisez en première intention. C'est ça. C'est pas parce qu'ils en ont l'habitude, c'est simplement qu'il y a des enfants qui sont indifférents. Qui sont indifférents, qui ne rejettent pas des saveurs qui ne sont pas habituelles, qui ne sont pas sucrées. Vous avez des enfants. Mais n'empêche qu'ils l'enregistrent et finalement, ils arrivent à mémoriser que cette saveur, elle est acceptable dans leur conscience. Quoi. Est-ce que dans vos patients, parmi vos patientes, plutôt, je ne sais pas si les hommes s'occupent beaucoup de ça quand leurs femmes sont enceintes, est-ce que vous avez le sentiment que nos gens, nos femmes, nos jeunes femmes, sont loin, très éloignés de cette culture-là, de ce que c'est qu'un enfant, comment il faut le nourrir, ce que les neurosciences disent, et est-ce qu'elles sont conscientes que voilà, elles auront à faire des choses pour l'éducation, la formation, par exemple, du goût, mais d'autres choses chez l'enfant. Je crois que de plus en plus, on évolue quand même beaucoup. Aujourd'hui, beaucoup de femmes, quand elles ont un problème de santé, pour elles ou leurs enfants, vont directement sur Internet. Elles cliquent, rhinopharyngite, tic, 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 qu'est-ce que c'est, quels sont les signes. Elles arrivent chez le médecin avec une pré-idée diagnostique. Donc, l'alimentation de l'enfant, votre enfant a de la fièvre, quoi faire? Oups, on clique sur Internet. Donc, finalement, il y a de plus en plus de femmes, et pas forcément des personnes de haut niveau, qui se réfèrent à ce qu'ils voient dans les réseaux sociaux. Vous avez aussi des gens qui regardent des émissions extrêmement bien faites à la télé. Des émissions de Allô Docteur, Doctissimo, qui sont quand même très très bien faites et qui justement éveillent les consciences là-dessus. Bon, c'est sûr que vous avez des gens qui sont un petit peu réticents, qui ont l'habitude de faire comme maman a fait, comme grand-maman a fait. Mais j'ai l'impression que globalement, on avance. On avance, les gens ont conscience. Mais sur cette question-là, de comment se fait... Non, mais la question du goût, je pense qu'elle est particulière parce qu'on l'aborde pas souvent. On aborde beaucoup les jeux, on aborde la vision, on aborde l'audition, dépistage des surdité. La question du goût, on aborde l'alimentation, mais pas sous l'angle du goût. Et je pense que justement, vous avez raison de dire que il faut travailler le goût parce que l'alimentation, un aliment n'est pas brut, n'est pas un en-soi. Un aliment, c'est quelque chose qui a une odeur, parce que une saveur. Oui, parce que vous parlez des émissions, donc on peut voir à la télé française par exemple, mais
ce qu'il y a dans le souci que j'ai moi, c'est que nous sommes dans une culture habitée par le sentiment d'avoir quelque chose de particulier, de spécifique, et que justement, on ne tient jamais compte de cette spécificité et que les nôtres baignent dans une forme d'universalisme. Ah, il faut lui donner des petits pots. Ce qui est retenu, c'est l'idée du petit pot, mais pas de ce qu'il y a vraiment dans le petit pot et qui ferait que l'enfant s'habituerait à des goûts, des saveurs, des odeurs d'une autre civilisation, pas de la sienne. Et c'est sûr. C'est le souci que j'ai quand j'ai entrepris de travailler sur les jeux et il me semble que nos mamans, nos publics de manière générale, ah mais non, c'est dans l'air du temps, c'est comme ça. Et cette idée que, par exemple, quand la France met en place des petits pots pour ses enfants, que les médecins en parlent, que tout le monde s'en mêle, ces gens-là restent, explorent et travaillent dans une sphère qui est bien la leur, bien ancrée. Et ça a l'air d'être normal, alors que c'est une construction, c'est le sens précis de cette forme de naturalité, c'est que on est français, voilà le goût français. Donc il se vend en petits pots, il se vend en émission, il se décline dans beaucoup de domaines. Voilà comment on fait avec un enfant, voilà ci, voilà ça. Chez nous, on a une histoire esclavagiste, coloniale qui n'est pas terminée. On a un problème d'assumer nos goûts, puisque nos aliments sont relégués, un peu quand même gros légumes. On a des noms pour dire qu'ils sont un peu grossiers. Et puis, il faut les travailler. Et c'est vrai que vous achetez un sachet de riz et puis vous versez ça dans une casserole, c'est fait. Mais vous achetez un fruit à pain, il faut 5-10 minutes pour le préparer, l'éplucher et tout. Alors qu'avec un fruit à pain, vous nourrissez une grande famille et vous pouvez aussi en faire plein de choses. Mais enfin bon. Donc ça, écoutez, je pense que c'est peut-être la société coloniale et esclavagiste, mais j'aurais plutôt dit la société de consommation. Aussi. Parce que mes souvenirs d'enfance et même de jeune mère me montrent que nous n'avions pas les petits pots comme aujourd'hui. Quand j'ai eu mes enfants, qui ont une quarantaine d'années, on n'avait pas des petits pots à disposition comme aujourd'hui. C'est ça. On n'avait pas des couches à disposition comme aujourd'hui. Et on mettait des couches en toile et on faisait le repas. C'est-à-dire la plupart des mamans des années 60-70 cuisaient les repas et les repas locaux. On n'avait pas du riz, on n'avait pas des... on avait du riz, mais en fait, on n'avait pas toutes sortes de variétés de riz. Et finalement, on utilisait beaucoup la banane jaune, on utilisait beaucoup la patate douce et les couches-couches. Donc, si vous voulez, on a basculé, il me semble, beaucoup avec la société de consommation. Parce que cette société de consommation a mis sur le marché des produits qui sont faciles à utiliser tout de suite, comme les petits pots. Et effectivement, avec sa publicité, qui a fait croire que justement manger des petits pots c'était aussi équilibré que se faire son repas. Donc la bascule pour moi c'est moins la colonisation que justement la société de consommation, la société. Oui, mais bon, on était préparés à des goûts. Oui, c'est ça. On était préparés à des goûts particuliers. On a été parce que j'ai été médecin de crèche et je me souviens qu'on faisait le repas à la crèche. Mais on a valorisé certains types d'aliments et pour les parents. On a un petit peu de méfiance vis-à-vis de nos produits. En plus, on les dit chlordéconés. Donc, on a un peu de méfiance. Nos produits ne sont pas jugés nobles, Non. Moi, je pense qu'on a basculé il y a une trentaine d'années. On a basculé... D'après moi, parce que je vous dis, j'ai été médecin de crèche. À la crèche, la directrice allait faire le marché, au petit marché. Elle achetait des produits, elle faisait du jus d'orange frais. Et beaucoup de crèches faisaient pareil. On faisait le jus d'orange frais. Et on achetait les légumes, le poisson, et qu'on donnait aux enfants ou du jambon. Donc, on faisait des repas dans les crèches. Maintenant, il y a des normes. Il faut respecter des normes d'hygiène, il faut respecter une traçabilité. Et finalement, qui peut répondre à la traçabilité? Les produits importés. Parce que finalement, ils vous disent l'origine des produits. C'est ça notre... C'est la société de consommation mais de également. Qui donne. Et la facilité. Parce mais que c'est l'Union européenne qui trace les normes. Vous avez l'Union européenne, vous avez aussi le coût du personnel.
Oui. Finalement, le produit importé il revient moins cher et vous n'avez pas de temps de préparation. Donc, quand vous avez une cantine scolaire, vous ouvrez une boîte de carottes déjà toutes râpées. C'est beaucoup plus simple que d'aller au marché, acheter des carottes, les râper, les laver. Et pourtant, ce n'est pas équivalent. Et les enfants ne les mangent pas, ces choses-là. C'est pas équivalent parce que vous avez des perturbateurs endocriniens. Beaucoup d'enfants laissent ce qu'on leur a servi dans les assiettes. Enfin, mais de toute façon, je crois qu'il faut des émissions comme celle d'aujourd'hui, justement, vont permettre aux gens de prendre conscience que c'est pas équivalent. Donner un petit pot n'est pas équivalent à un repas que l'on a préparé. Et c'est pas équivalent pour plusieurs raisons, parce que quand vous préparez le repas, il y a une odeur. Et on voit que le goût comme l'odorat sont très proches. Le nez est très proche de la bouche. Quand vous présentez la cuillère à l'enfant, il perçoit l'odeur de l'aliment. Si vous ouvrez 4 petits pots de composition différente, ils ont tous la même odeur. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'observation. Oui. Les petits pots n'ont pas d'odeur. La texture, elle est la même. Tandis que si vous faites cuire des patates douces, des bananes jaunes ou des ignames, la texture est différente. Donc, en faisant le repas, vous apportez à l'enfant une diversité d'odorat, de saveurs, de senteurs, et une diversité de textures, c'est-à-dire que tous ces sens sont en éveil. Il n'y a pas que le goût qui est en éveil. Et tout cela stimule l'appétit. Alors, sans compter quand on leur donne des petits pots importés, qu'on réchauffe au bain-marie, ben l'enfant les mange. Non, mais de toute façon, les petits pots sont faits pour être bons. Et vous avez des laits qui sont faits pour être addictogènes. Vous avez je ne vais pas en citer, mais vous avez des laits qui sont édulcorés au chocolat ou au caramel, qui ont un pouvoir addictogène. C'est-à-dire une fois que l'enfant a goûté ce lait-là, et en plus c'est dans des petits récipients qui sont utilisables, jetables, monodose, c'est très pratique. On met ça dans le sac à main quand l'enfant a faim, on lui verse ça dans son biberon, on le lui donne. Mais une fois que l'enfant a goûté à ce lait, il ne veut plus son lait de base. Et ça, quand les parents commencent à donner ces laits, moi je les interdisais quand j'étais en activité, une fois que les parents ont commencé à donner ces laits aux enfants, ils ne veulent plus leur lait infantile, parce que c'est fait pour eux. Vous parlez du lait de la tétée? Ou ni la tétée ni le lait. Vous avez un lait de base que vous donnez à votre enfant et vous avez ces petites préparations qui sont très très pratiques. C'est dans dans des briquettes monodoses que vous mettez dans votre sac à main. Une fois que l'enfant a goûté ces briquettes, il ne veut plus son lait ordinaire qu'il n'est pas aussi sucré. Mais c'est fait pour vous. C'est la société de consommation. C'est fait pour créer l'addiction. Donc tous les jours, il me faut ma petite briquette et petit à petit, elle remplace le lait que j'avais au départ. Donc c'est sûr que les produits tout préparés sont une facilité, mais il ne faut pas oublier que celui qui les prépare aussi a une orientation commerciale. Il faut que l'enfant les aime et il faut que l'enfant les réclame. Oui, docteur, mais moi je suis tout à fait dans cette optique-là, mais je crois que il y a une dimension qui échappe à notre peuple et c'est sur celle-là que je voudrais attirer l'attention. On ne mange pas n'importe où, n'importe comment. Le fait que les gens aillent dans un supermarché, bien sûr qu'il y a la société de consommation, mais elle n'est pas, j'allais dire, sans odeur, sans saveur et sans couleur. C'est une société qui est essentiellement occidentalisée, et qui nous propose ce que l'Occident aime et mange. C'est pour ça que je parlais de... Mais ce que nos gens doivent, j'espère, comprendre, c'est que s'ils se pensent porteurs d'une civilisation, d'une idée de culture spécifique, il faut qu'ils sachent que ça commence dès le berceau, même dès l'embryon, puisque vous parliez des neurosciences qui montrent les réactions des enfants. Il faut que les gens comprennent que ils doivent se former à des Martiniquais s'ils décident qu'ils le sont. C'est valable aussi pour les habitudes de l'habillement, c'est valable pour tout. C'est-à-dire qu'on a basculé.
Oui, on a mais basculé je dis- d'une certaine antillanité Oui. à une Mais- culture peut-être même mondiale, parce que Non, mais souvent... les Chinois, ils s'habillent en européen, Oui. mais ils ont un goût chinois, je veux dire. Donc il y a des choses qu'on ne pourra pas éviter à cause de la mondialisation et de ce système, consommatoire, consumatoire. Mais il y a des choses qu'on peut sauver de ce monde-là. Il faut avoir Et un choix déterminé. Et il faut savoir, Absolument. de manière déterminée, Oui. moi, j'élève mon enfant pour qu'il aime les produits de son terroir et qu'il sache que son goût n'est pas celui de l'autre ou d'un autre, que son goût relève d'un capital culturel. C'est un capital culturel. Absolument, je suis tout à fait d'accord Quand avec les vous. enfants vont au restaurant et qu'on dit ils veulent pas de ci, ils veulent pas de ça, ils ne veulent que de frites et de hamburgers, eh bien, on a beau les critiquer, ils n'y sont pour rien. Ça veut dire que nous, parents, n'avons pas fait notre travail. On peut proposer à l'enfant un hamburger parce que il est ouvert dans le monde, sur le monde, etc. Mais ça c'est quelque chose qui vient à la marge. Le hamburger ne doit pas remplacer la nourriture du pays avec son lot d'odeurs, de saveurs, de textures, de tout ça. Et c'est vraiment dans ce sens-là que je pense qu'il faut attirer l'attention de nos gens pour qu'ils comprennent que c'est un travail. Quand on a un enfant, façonner son goût, comme on veut le voir réussir à l'école ou ailleurs, on veut le voir réussir aussi dans ces domaines-là en tant que Martiniquais. Absolument. Simplement, je crois que les jeunes parents d'aujourd'hui, ce sont ceux qui ont été élevés, la génération petits pots, qui ont été élevés dans les crèches avec des petits pots. C'est des gens de 20-30 ans qui ont été élevés avec un goût qui n'a pas été stimulé. Et qui finalement ne connaissent pas toutes les saveurs. Vous avez des gens qui ne connaissent pas les gombos, il y a des gens qui ne connaissent pas les pommes d'eau, il y a des gens qui ne connaissent pas les caramboles en Martinique, des jeunes personnes. Mais on ne peut pas donner à son enfant ce que l'on ne connaît pas. Donc c'est vrai qu'il y a une génération qui a été un peu sacrifiée sur le plan de l'éveil culturel en général, qui a été sacrifiée, qui a été occidentalisée, et qui finalement se trouve à élever des enfants, mais il faut qu'elle ait une volonté de faire changer les choses, parce qu'elle-même, elle n'a pas encore ses habitudes. Et puis sans compter qu'il y a aussi le fait de... Souvent, quand vous voyez des enfants en consultation, il y a la maman et la grand-mère qui aurait proposé des choses, et puis la maman qui a regardé sur Internet. Comme elle n'a pas trouvé Toloman sur Internet, elle ne veut pas le Toloman. Comme elle n'a pas trouvé Gombo, elle ne veut pas Gombo. C'est ce que je dis. Elle n'a pas trouvé Christophine, voilà. elle ne veut pas de Christophine pour son enfant. Et finalement, le discours de la grand-mère ne passe pas. Et ça se voit aussi beaucoup. Les gens qui ont toujours élevé des enfants, qui vous disent, mais bah, il dit Christophine, bah, il dit Jérôme, bah, il banane jaune. Mais non, la personne préfère prendre le petit pot parce que ses repères, ses références sur Internet, ce sont les petits pots dont elle pense que c'est équilibré. Alors, docteur, vous allez, si vous le voulez bien, à partir de toutes ces problématiques qu'on a survolées, nous donner des détails pour que les parents qui écoutent comprennent la responsabilité qui est la leur. Mais dans ce que vous dites, nous avons la problématique de petits qui sont de plus en plus obèses. Et vous parliez d'indice glycémique. Il faut que les parents comprennent que ce sont eux qui rendent les enfants obèses par la façon qu'ils ont de les nourrir, en substituant leur alimentation, qui ont chez nous un index glycémique bas, et ceux importés qui en ont un. Et donc, on est dans... Oui, c'est ça. Moi, je crois qu'effectivement, le goût, la senteur, la texture, ça va de pair. Et en habituant l'enfant à des produits frais et pas des produits conservés, on prévient un certain nombre de maladies comme le diabète et l'obésité. Pourquoi ? Parce que les produits conservés ont des conservateurs. Ils ont des conservateurs. Même les produits pour enfants sont obligés d'avoir des conservateurs, des acidulants. Et ce sont des produits qui sont souvent des perturbateurs endocriniens. Voilà. Et ces perturbateurs endocriniens entraînent diabète et obésité. Quand vous avez une petite compote, par exemple, dans une petite canette, facile, comme des petites gouttes, faciles à absorber à la bouche, tomber dans le goûter des enfants, la compote de pommes
elle a des acidulants et la canette, elle a du biphénol. Donc, c'est très pratique. Cette compote de pomme qui, au départ, est peu sucrée et n'est pas très calorique, elle a ces perturbateurs endocriniens qui vont créer un risque d'obésité. Donc, il vaut mieux que vous preniez un mango, que vous lui fassiez une compote de mango, que vous mettiez dans un petit récipient en verre pour elle et puis pour l'enfant et que vous le lui donniez. C'est ça. On peut le mixer en crème. Mais on peut donner tous les fruits peuvent. On peut faire des compotes avec la goyave. Et quelquefois, vous voyez que vous achetez un petit pot de compote qui a mangue, qui a de la mangue dedans. C'est ça. Mais vous n'aurez pas l'idée de prendre une mangue et de faire une compote. Oui. Alors que vous avez Pour la question des petits pots, qui est pratique pour les parents qui travaillent, par exemple, rien ne les empêche de préparer des petits pots, puisque c'est pratique, c'est une dose. Oui. Et avec leurs produits. Est-ce que les valeurs nutritives dans ces petits pots sont conservées? Les valeurs nutritives des petits pots sont beaucoup moins importantes que les valeurs nutritives des produits frais. Quand vous avez, par exemple, une pomme que vous avez cueillie depuis moins de 72 heures, elle a de la vitamine C. Mais quand elle a plus de 72 heures, vous n'avez plus rien dedans. Vous avez peut-être un cinquantième de la vitamine C de départ. Si vous achetez une mangue et que vous la faites cuire 5-10 minutes dans de l'eau, vous en faites une compote, vous avez votre vitamine. D'accord. Voilà. Et si le parent mixe la mangue fraîche, et ben voilà, il a de la vitamine A, il a de la vitamine C, voilà. Donc le principe de préparer des petits pots à l'avance pour gagner du temps. Et gagner du temps et mettre au frigidaire, mais bien sûr, c'est très bien. Mais ça conserve donc la valeur. Mais c'est beaucoup mieux que le petit pot dont la pomme aura été cueillie un an avant. Voilà. La pomme aura été cueillie un an avant. Vous pouvez très bien le dimanche faire des petits pots de compote que vous gardez au frigidaire, qui auront l'avantage de n'avoir pas abîmé les principaux nutriments, c'est-à-dire les vitamines et les sels minéraux, et la réfrigération, les goûts et les odeurs de garder les odeurs de chez nous. Voilà. Tandis que le petit pot, qu'il soit compote de pomme poire, pomme, il a la même odeur, il a la même texture, tandis qu'une compote de mangue aura une texture différente d'une compote de pomme d'eau, d'une compote de goyave. Et tout ça, finalement, ça participe au développement de l'appétit de l'enfant. Le fait de très tôt donner à l'enfant des odeurs, des saveurs, des consistances différentes, va l'habituer à être très éclectique, c'est-à-dire à manger n'importe quoi. Oui, puis on nous dit de manger varié, n'est-ce pas? Oui, et puis c'est pas ça, c'est qu'il faut penser que nous avons des enfants qui demain vont voyager dans le monde entier. Oui. Il faudra qu'ils s'habituent à manger chinois, à manger japonais, à manger mexicain, à manger... voilà, donc et tout ça, ce qui est important, c'est que ça se prépare dans les premières années de la vie. Mais ils vont manger ça en se disant, ça c'est le manger des autres et pas le mien. Non, mais ça c'est sûr, ça c'est sûr. Oui. Mais simplement, là, si nous parlons simplement du goût, le goût, c'est un organe sensoriel, comme la vision, comme l'audition, qui se développe par des connexions sensorielles, des connexions, c'est-à-dire que vous goûtez, je sais pas moi, une orange, vous avez dans votre cerveau une impulsion électrique qui vous dit, tiens, voilà, cette chose, je l'aime. Et après, quand vous ressentez l'orange, vous vous dites, tiens, je vais continuer à en manger parce que j'ai eu une impression positive la première fois que je l'ai eue. Et plus vous goûtez des saveurs différentes, plus vous serez à même à apprécier des choses que vous ne connaissez pas. Et ça c'est les 3 premières années de la vie. C'est tout ce qu'on dit de l'enfant, c'est essentiellement ça. Ce sont des connexions au niveau de son cerveau. Oui, mais vous parlez plus il y a des connexions, plus l'enfant est riche par la suite. Mais bien sûr. Bon, bien sûr, il vaut mieux donner les choses de chez nous pour qu'il y ait un ancrage culturel de l'enfant. Mais il faut aussi penser que l'enfant demain peut très bien se sentir bien en Nouvelle-Zélande. Et là, il apprendra à manger du mouton, il apprendra à manger des choses un petit peu différentes. Et il ne sera pas malheureux parce que vous avez des Antillais qui, quand ils arrivent en France, ne mangent qu'antillais et sont malheureux de voir la cuisine française. Donc, il faut aussi que nous habituions nos enfants. Je crois qu'il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup. Non, mais il faut que nous apprenions à nos enfants
à développer le goût. Oui, non, mais le goût, je parlais de toute la masse de produits, de fruits que nous avons chez nous. Rien que ça, si nous l'exploitions, nous aurions effectivement une variété de goûts, de papilles gustatives à développer extraordinaire. Mais qui se faisait autrefois. Ça se faisait. Parce que les enfants couraient, ils mangeaient les jujubes, ils mangeaient les icaques. On mangeait les fruits de saison. On mangeait les fruits de saison et on éveillait notre goût. Voilà. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'on avait notre apport en vitamine C. Voilà. Parce que le fruit qu'on a cueilli dans l'arbre a toute sa vitamine C. On l'avait, ça ne faisait pas forcément partie d'un repas constitué, mais ça faisait partie de l'équilibre alimentaire d'une journée. Mais oui. Mais les enfants qui sont aujourd'hui grands connaisseurs de pommes mangent des fruits qui ont été cueillis parfois une année, des mois à l'avance. Surtout donc les pommes, oui. Que les parents le sachent qu'il n'y a pas ne donnent pas de vitamines à l'enfant. C'est-à-dire l'apport nutritionnel d'une pomme est presque nul. Et puis ils ne les pêchent pas, donc ils mangent tous les pesticides qui sont sur la peau du fruit. Je vous disais ça, docteur, parce qu'il y a des parents qui vont vous dire, moi je travaille, je suis pressée, voilà, les petits pots, c'est ce qu'il y a. Mais ce que nous venons de dire là, c'est que ces fameux petits pots-là, rien ne nous empêche de les préparer à l'avance, de les garder au frais chez nous avec nos produits. Mais absolument, ces petits pots. Et puis non seulement avec nos produits, mais vous êtes certain du contenu. Exact. Quand vous avez un petit pot qui a, disons, pommes de terre veau, il y a peut-être du veau, mais il n'y a peut-être pas les 20 grammes de veau dont votre enfant de 6 mois a besoin. Quand on va analyser le in fine après avoir mixé ce petit pot, il restera peut-être que 2 grammes de veau. Ouais. Et si le petit pot, comme nous sommes dans une société de consommation, on mettra plus de pommes de terre que de viande. Bien sûr. Tandis que vous saurez que vous avez mis un quart enfin 20 grammes de viande, un dos de balarou, et vous savez que votre enfant a mangé 20 grammes de viande. Et franchement, avec les mixeurs et tout ce qu'on a aujourd'hui, ça ne prend pas de temps. C'est sûr. Moi, je crois qu'il y a une prise de conscience que le petit pot n'est pas équivalent à l'aliment frais. C'est ça. Qu'il n'est pas équivalent parce que vous avez ceux qui sont consciencieux, qui mettent effectivement les choses en bon équilibre. Comme on parlait de la viande, il y en a d'autres qui vous mettront du jus de viande, il y en a qui mettront des traces de viande, simplement le tout pour qu'on les repère. Et tandis que vous saurez exactement ce que vous avez donné à votre enfant. Donc ça, c'est une première chose. L'enfant, alors, vous parliez déjà de l'embryon. Est-ce qu'il faut dire quelque chose sur la formation? Mais il faut que la femme enceinte, elle aussi, mange varié. Il faut que la femme enceinte mange varié. On insiste beaucoup sur les légumes verts et les fruits frais pour l'apport nutritionnel de la femme enceinte, pour éviter justement ce diabète gestationnel et cette prise de poids excessive. Il faut aussi penser que notre enfant, quand on a varié l'alimentation, lui aussi, il découvre des saveurs qui sont variées et ça le prépare déjà à une diversification alimentaire beaucoup plus facile. Puis après la naissance, alors au moment où on diminue l'apport en lait maternel pour le remplacer par des petits pots ou par une alimentation diversifiée, à ce moment-là, il faut introduire tous les produits de chez nous. Et vous avez des mamans, d'accord, manger varié depuis la grossesse. Vous avez des mamans qui vous parlent d'envie qu'elles ont de dévorer des choses pendant cette période de la grossesse et qui n'a envie que d'une même chose. Oui, si c'est transitoire, c'est pas un problème. Parce que quelquefois, on a envie d'une chose parce que l'organisme a un besoin. On a envie de sel parce que l'organisme a besoin de sel. On a envie de laitage parce que l'organisme a besoin de calcium. Et même les enfants aussi. Vous avez des enfants qui sélectionnent certains produits parce que momentanément, leur organisme a besoin d'un nutriment particulier. Donc, ce n'est pas gênant de respecter ses envies, mais à condition de diversifier, dans l'ensemble des 9 mois, de diversifier suffisamment. Et je crois que nous avons suffisamment de produits aux Antilles pour pouvoir manger. Il y a des produits dont on parle très peu. Vous avez les pommes lianes, vous avez des tas de choses. Vous avez les litchis, vous avez les caïmites. On a des privilégiés qui en ont encore ici. Oui, non, mais quelquefois, vous avez des caïmites et puis vous ne pensez pas que vous pourriez manger un caïmite, même si c'est un caïmite dans toute une grossesse. Mais c'est important. Oui, mais pour ça, il faut aussi aller sur les marchés. Sur nos petits marchés de communes,
il y a souvent des trucs surprenants et extraordinaires. Et il faut goûter à tout. Mais il faut goûter à tout, mais voilà. Ça, oui. c'est ça. C'est cette idée que on est porteur de quelque... Quand on est en grossesse, eh bien, on va s'apprêter à mettre un enfant au monde. Mais c'est pas un espèce de petit tas de chair. C'est quelqu'un qui est déjà en train de goûter à, de faire les expériences que vous lui faites faire à travers ce que vous ingurgitez. Donc, on a une responsabilité. Je sais que il y a des femmes qui changent leur régime alimentaire quand elles sont enceintes, parce qu'elles disent maintenant, je ne me nourris pas pour moi, mais pour mon enfant. Mais elles ont tout à fait raison. Et elles ont tout à fait raison. Donc, ça commence là. En qualité, en diversité. Voilà. Hein, ce qu'il faudrait bien et en comprendre. produits bio, par exemple. En produits de saison. Concernant les fruits et légumes, voilà. Des produits de saison. Parce que le produit de saison a toute sa richesse. Et finalement, quand vous regardez sur une année, à part peut-être les mois de février-mars, on a beaucoup de fruits en Martinique, avec des saveurs et des richesses qui sont extraordinaires, qui n'ont rien à envier aux produits que l'on va retrouver Je pense ici. à un petit pot abricot, par exemple. Oui. L'abricot chez nous, c'est... L'abricot de chez nous a une saveur et une richesse en vitamine A extraordinaire. Voilà. Absolument. Donc, alors... Pour revenir, pour que les parents comprennent que l'obésité, c'est très, comment on va dire ça, précoce. Qu'est-ce qu'on peut dire aux parents? Alors, les germes de l'obésité se préparent déjà pendant la grossesse. Ne pas fumer pendant la grossesse, ne pas prendre de perturbateurs endocriniens pendant la grossesse. On va quand même parler un petit peu du biphénol. Je crois qu'on en a parlé une première fois déjà. Oui. Les perturbateurs endocriniens, on parlera surtout dans l'alimentation du biphénol, mais le chlordécone aussi, c'est un perturbateur endocrinien. Ce biphénol, quand il arrive dans l'alimentation, il modifie le goût que nous avons pour les choses. C'est-à-dire qu'il nous donnera le sentiment que le jus n'est pas sucré. Si vous avez, le biphénol se trouve dans les plastiques. Vous avez une bouteille de soda, par exemple, de plastique, sans nommer aucune marque de soda. Et dans cette bouteille de plastique, vous avez du biphénol à l'intérieur qui permet de donner une belle forme à la bouteille. Et ce biphénol va rentrer dans le jus ou dans le soda et il va modifier la sensation de goût. C'est-à-dire, vous donnera l'impression que votre soda n'est pas sucré parce qu'il a perturbé au niveau de votre cerveau le circuit du goût. Donc, vous augmentez la quantité de sucre du soda. Et ça, quand les femmes enceintes, il faut qu'elles prennent des jus frais et pas des jus dans des boîtes en plastique. Pas des jus conservés dans des récipients en plastique qui apportent du biphénol en plus du jus. Parce que ce biphénol qui va rentrer in utero va modifier les cellules de graisse de l'enfant et faire le lit de l'obésité après. C'est là le message peut-être qu'on peut donner. Et ce biphénol se trouve aussi dans les récipients en plastique. Quand vous avez des Tupperware en plastique, il ne faut jamais les mettre au micro-ondes. Parce que la chaleur va libérer le biphénol qui va passer dans les aliments et qui va entraîner des perturbations de la graisse du fœtus. Donc, il vaut mieux privilégier le bain-marie. La chaleur en général n'est pas bonne. Pour le plastique, il ne faut pas utiliser le récipient en plastique. Je veux dire utiliser le bain-marie avec un récipient. Il faut utiliser les récipients en Pyrex. Les récipients en Pyrex. Pyrex ouvert. D'accord. Les récipients en Pyrex ouvert. Donc déjà supprimer. Pas en aluminium. Ou en aluminium. Oui, on peut. En aluminium. Supprimer tout ce qui est plastique pendant la grossesse. Et tout ce qui est préfabriqué, jus importé, préfabriqué, etc. Importé donc, pendant la grossesse, c'est-à-dire faire des fruits frais, des légumes frais que l'on prépare soi-même. Et donc, si les mamans ont des envies de soda des supermarchés, il faut qu'elles s'en abstiennent. Le soda, c'est pas l'idéal. Le jus frais, c'est mieux. Ah oui, il faut qu'elles s'abstiennent. D'accord. Parce que le soda lui-même, il a une composition qui n'apporte rien à la grossesse. Enfin, je dis soda. Soda, coca et tout, ça n'apporte rien à une grossesse. Un jus de fruits frais ou un fruit frais, c'est aussi bien. Et l'envie de sucre dont beaucoup font état, elles le trouvent dans du
miel. Elles peuvent manger des compotes, elles peuvent manger des confitures maison aussi, c'est toujours pareil. À partir du moment où vous faites l'expérience d'une gelée de goyave du commerce et puis une gelée de goyave de chez vous, vous voyez bien la différence. Pourquoi? Parce qu'on a dû mettre des gélifiants, qu'on a dû mettre des stabilisateurs qui sont des perturbateurs endocriniens. Donc le sucre en soi n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est le perturbateur endocrinien qui perturbe l'utilisation du sucre. D'accord. Donc les enfants qu'on voit obèses de plus en plus sont victimes. Souvent, les perturbateurs endocriniens plus que l'excès alimentaire. Plus que l'excès. On parle des enfants. Chez les adultes, il peut y avoir des excès alimentaires, mais chez les enfants tout petits, c'est souvent un déséquilibre lié aux perturbateurs endocriniens. Et les parents ont une responsabilité dans c'est-à-dire que les parents ne savent pas que c'est souvent les plastiques, les perturbateurs qui sont responsables. D'accord. Ils ne le savent pas. Donc, s'ils changent le régime alimentaire de l'enfant, parce que c'est très difficile de faire perdre du poids à un enfant obèse. Plus ils sont petits, plus c'est compliqué. Parce qu'il y a la croissance, ils ont faim, vous ne pouvez pas les priver. Voilà. Et puis, ils ne comprennent pas. Et puis, il faut un apport calorique suffisant pour la croissance. C'est ça. Donc, c'est très difficile. Donc, il vaut mieux éviter qu'ils soient obèses des produits frais, des produits variés, des légumes verts, des fruits frais. On n'a pas besoin de fruits importés. On peut très bien manger sans fruits. Si on n'a pas d'argent pour acheter un fruit... manger les fruits de saison, ça Oui, suffit. Mais si on n'a pas d'argent pour manger un fruit, c'est pas obligatoire d'avoir un fruit dans son repas. C'est ça. Plutôt que d'acheter une pomme parce qu'il faut un dessert, vaut mieux ne rien acheter. Acheter une orange toute par semaine, c'est beaucoup plus intéressant qu'une demi-pomme chaque jour. Chaque jour. Et vous voyez, malheureusement, il faut aussi que les cantines scolaires s'aligne, parce qu'on donne des floupes aux enfants après les repas, mais c'est dramatique, les floupes. Vous avez le plastique, vous avez l'acidulant, l'époque on avait un verre de lait de vache. On avait un verre de lait de vache l'après-midi, voilà. Puis on avait les frozen, mais le frozen, vous voyez bien, c'était pas la même chose, c'est un bâton en bois. Bien sûr. Il n'y avait pas l'enveloppe en plastique. Voilà. Il n'y avait pas l'enveloppe en plastique. Alors, donc au moment de la diversification, je pense qu'il faut que les parents soient très vigilants. Donc, il y a les deux aspects que vous développez qui sont importants. La prévention des maladies métaboliques, diabète, obésité, et l'inculturation à laquelle je suis moi aussi très, très sensible, parce que je pense que l'homme n'est bien que s'il est en harmonie avec son milieu. Son environnement, totalement. Voilà. Et quand vous regardez les cultures, quelle que soit la culture, vous avez aussi des habitudes culinaires qui vont avec certaines cultures. Absolument. Parce que ce sont les produits du terroir que les gens ont pris l'habitude de cuisiner. Et les nôtres ne nous font pas grossir. Si nous respectons... Mais les gens d'avant n'étaient pas gros. Il y avait exceptionnellement une ou deux personnes dans une commune qui étaient grosses avec les deux jambes très importantes. Docteur, nous avons une communauté à la Martinique qui nous montre que quand on respecte cette culture alimentaire, etc., on ne grossit pas. Ce sont les rastas. Oui. Vous voyez, ils sont tous filiformes. Absolument. Et parce qu'ils ne mangent, ils surveillent leur alimentation. Oui, ils mangent du lait sur le feu. Oui. Non, mais ils mangent équilibré en fonction, en harmonie avec la terre. Des saisons et de ce qu'ils cultivent. Oui. Donc les problèmes qui nous guettent, chers amis téléspectateurs, sont ceux-là. Et ils commencent déjà, vous voyez, dès la toute petite enfance, voire au moment même... de la gestation de l'enfant dans l'utérus. Maintenant, docteur, vous avez parlé des sens, de l'odorat, pour qu'on arrive au goût, il faut qu'il y ait l'odorat. Il faut qu'il y ait tous les sens. Mais l'odorat, parce que le nez est tout proche de la bouche. Sans l'odorat, on n'a pas de goût. Il est moins développé. Quand vous présentez une cuillère de repas à l'enfant, la première chose, avant qu'il ouvre la bouche, il sent l'odeur. Oui. Et si la maman a préparé le repas, elle lui dira « Mange ça, c'est moi qui ai préparé. Goûte-moi le repas que je t'ai fait. » Et là, vous avez aussi tout ce plaisir que l'enfant
et ce retour, cet échange entre mère et enfant. Si c'est le petit pot, on a ouvert le petit pot, on a ouvert et puis on a donné, et l'enfant ouvre la bouche pour manger, c'est plus automatique. Voilà. Tandis que l'enfant a peut-être senti l'odeur dans la cuisine, la maman a eu le plaisir d'éplucher quelque chose en se disant, tiens, je lui donne un petit morceau de banane jaune, un petit morceau de giromon, un petit bout de balarou, ça lui fera du bien parce que mes parents faisaient comme ça. Donc elle arrive déjà avec tout un affect et elle le traduit dans la façon de donner à l'enfant. Donc l'enfant vient, et il y a la texture, il y a le sens aussi, le goût de toucher. Vous avez des enfants qui aiment bien toucher l'aliment, il faut les laisser. Ils portent à la bouche. Ils portent à la bouche, oui. Avec leurs gencives sans dents, voilà. Ils mâchent. Ils touchent aussi, il y en a qui mettent la main dedans, et c'est très important de les laisser toucher, parce que vous avez l'odorat, vous avez la vue, l'enfant voit. Aujourd'hui c'est rouge, demain c'est vert, après-demain c'est noir, et il se rend compte que ça change, et finalement il fait le lien entre la couleur, le chocolat, l'épinard, le goût qu'il a eu, la sensation qu'il a eue, et le plaisir qu'il a eu, et après il ouvre la bouche tout facilement. C'est beaucoup plus simple quand on diversifie. Par la suite, de faire l'enfant manger. À 4-5 ans, il mangeait à la cantine un petit peu tout ce qu'on lui donne. Et les parents savent, donc ils ont des règles pour décider de la quantité pour chaque repas. Mais ça, je crois que chacun voit ça avec son médecin traitant. Puisque finalement, vous avez des enfants qui ont des régimes spéciaux, donc on ne pourra pas généraliser. Mais globalement, on diversifie à peu près au 5e mois. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord en pédiatrie pour se dire qu'à 5 mois, à partir de 5 mois, on donne autre chose que du lait. Et il faut qu'entre 5 mois et 3 ans, on ait fait l'enfant découvrir le maximum de saveurs, de textures. Voilà. Et à partir de 1 an, on conseille aux parents en général de donner à l'enfant ce que mange la famille. C'est-à-dire que l'enfant voit dans son assiette, peut-être un petit peu écrasé ou mixé, exactement ce que les frères mangent, ce que les parents mangent. Et ça fait partie justement de l'adaptation à la famille. L'enfant se sent... Alors, sur la question vous aviez parlé des petits pots dans les collectivités et peut-être aussi à la maison. Nous, on a vu, chers téléspectateurs, que les petits pots n'ont pas de vitamines, n'ont pas de consistance. Peut-être aussi que si vous êtes dans un projet d'éveiller vos enfants à leur environnement, voilà, donc l'idée des petits pots à partir des produits frais de chez nous, ça peut vous aider aussi si vous n'avez pas le temps tous les jours de préparer. Mais on peut préparer pour combien à l'avance? Une semaine? Vous pouvez préparer 15 jours si vous avez un bon congélateur. Mais oui, absolument. C'est sûr que ce qui est fragile, c'est la vitamine C. La vitamine C, c'est le fruit. On peut rajouter donc quelque chose de frais. La vitamine A se conserve. C'est ça. Ça se conserve. Simplement, la congélation n'apporte aucun élément, aucun acidulant, aucun conservateur. Vous faites vos repas pour 15 jours, vous mettez au congélateur, ils sont bruts, ils sont naturels. Et le fruit, vous allez l'utiliser moins de 3 jours avant. D'accord. Et si vous faites réchauffer, pas dans du plastique, pas dans un micro-ondes. Pas dans des récipients en plastique. Voilà. C'est très facile avec les mixeurs que l'on a aujourd'hui d'ajouter son igname, sa banane jaune, ses différents légumes, de mixer tout et de répartir ça dans des petits pots qui sont déjà prêts à être utilisés, des petits pots en verre. Des petits pots en verre. Petits pots maison en verre, avec des saveurs variées, différentes. Et je crois qu'on a quand même beaucoup de choses chez nous qu'on peut utiliser pour l'alimentation des enfants. Pratiquement à 1 an, un enfant mange tout. Nos légumes à 6 mois, on peut les donner, que ce soit le fouillis à pain, le chou de Chine, l'igname, la banane jaune, on peut les donner tous à 6 mois. Les légumes verts, pratiquement également à 6 mois, on peut tous les donner. Les fruits, c'est pareil. Vous prenez un fruit, un abricot, une goyave, une mangue, vous le mixez, ça vous fait une purée de fruits frais. Vous la donnez dans les 48-72 heures et vous avez conservé la vitamine C. D'accord. Donc, le fait de boire à la tétine, c'est pas nocif, non? Vous savez, il y a tellement d'habitudes différentes. C'est difficile de donner des normes. Bon, il faut quand même que l'enfant boive à la timbale à 2 ans. D'accord. Bon, vous avez des enfants dès 1 an, ils aiment bien boire à la timbale. Vous en avez qui préfèrent la paille. Vous en avez qui veulent le biberon à tout prix.
Si votre tétine n'a pas de biphénol, il n'y a pas d'inconvénient à donner le biberon à l'enfant jusqu'à 2 ans. En fait, c'est du caoutchouc. C'est du caoutchouc. C'est plus que du plastique. C'est pas du plastique. Vous avez des tétines en plastique, mais vous en avez qui sont en caoutchouc. En caoutchouc. Donc, il faudrait privilégier le caoutchouc. Le caoutchouc, voilà. Si les parents veulent... Voilà, le caoutchouc. Et les biberons... Alors, les biberons aussi, bon, maintenant, les biberons au biphénol A sont interdits, mais on a remplacé par le biphénol S et on s'est rendu compte que c'est pratiquement un perturbateur endocrinien aussi. Donc, si les parents achètent des biberons, il vaut mieux qu'ils achètent des biberons en verre. S'il y a un conseil à donner aujourd'hui... Oui, ça, c'était conseillé de tout temps. Le biphénol A. Non, les biberons en verre. C'est conseillé. Ah oui, de tout temps. Oui, de tout temps, mais aller les chercher sur le marché, c'est pas évident. S'il n'y a pas beaucoup de magasins qui en vendent, c'est hors de prix. Tandis que les biberons en plastique... ça se casse. Ah oui, ça se casse. Ça se casse pas facilement quand même. C'est un verre qui est assez résistant. Mais c'est surtout que vous ne les trouvez pas aussi facilement que les biberons en plastique. J'espère qu'un jour ou l'autre, qu'on reviendra au biberon en verre, mais vous parliez de prévention de l'obésité, le biberon en verre et pas le biberon en plastique pour la prévention de l'obésité, parce que vous avez quand même le biberon qui est tiède, encore que l'on tiédisse très peu maintenant les biberons, avec un transfert de biphénol éventuel dedans. Alors, docteur, est-ce qu'il y a des choses que vous vivez par votre profession et que vous aimeriez souligner avec notre public? Parce que je sais que, bon, moi je regarde ça de l'extérieur, hein, je suis préoccupée de culture, etc. Et puis il y a le côté pratique, mais aussi il y a mon expérience propre, hein, bien sûr, de maman. Mais je suis très préoccupée par la question de l'obésité des petits. Donc, je ne sais pas comment, puisqu'on a vu que c'est une souffrance, hein, de faire sortir un enfant petit de l'obésité à ça. Mais qu'est-ce que vos patients vous disent? Quelles difficultés ils rencontrent qui pourraient aider ceux qui nous écoutent? Alors, les enfants qui refusent certains aliments. Vous avez des enfants qui refusent de manger des légumes verts. Oui. Vous avez des enfants qui refusent, qui n'aiment pas. Et on ne sait pas à quoi est dû le refus. Écoutez, le goût, on a vu que c'est un circuit électrique, le goût. Ça. Vous mettez l'aliment sur le bout de la langue, ça passe un circuit, ça arrive dans le cerveau. Le cerveau l'analyse. L'analyse est positive, bon, j'adopte l'aliment. L'analyse est négative, cet aliment, je n'en veux pas. On n'a pas vraiment beaucoup de prise dessus. Mais on n'a pas d'explication. D'où le rejet. Il y a peut-être des gens qui ont des explications. Là, aujourd'hui, je n'en ai pas. Ce que je sais, c'est qu'il faut insister. C'est-à-dire que l'enfant n'aime pas, par exemple, je ne sais pas, les épinards. Voilà, et bien le mois d'après, vous réintroduisez l'épinard. Et quelquefois, on se rend compte que c'était provisoire, son dégoût, parce qu'il y avait peut-être une interrogation de sa part par rapport à cette nouveauté du goût de l'épinard, qui fait que là, le mois d'après, il va peut-être aimer, et peut-être qu'à 3 ans, il adorera les épinards. Donc, ne pas se décourager quand l'enfant n'aime pas un aliment, surtout quand on a le sentiment que cet aliment est important, le représenter à un autre moment et insister. On se rend compte qu'à 3-4 ans, beaucoup d'enfants adoptent la plupart des aliments qu'on leur fait goûter. Et puis, il y a, comme je vous dis aussi, tout le transfert affectif. C'est-à-dire que l'enfant met dans son alimentation aussi un petit peu tout ce qu'il est psychologiquement. S'il a envie, si c'est la crise du non qu'il a 2 ans, il a envie de vous dire non. Comme il sent que l'épinard pour vous c'est très important, vous lui dites que c'est nécessaire, vous apporter du fer, il vous dira non. Il fait son petit intéressant. Il vous dira non, parce que c'est la crise du non. Donc il faut accepter qu'il puisse avoir ce refus, et puis quelque temps après, vous faites passer votre épinard dans autre chose. Mais c'est important, parce que le mois dernier, de Madame Hauteville, qui s'occupe de petite enfance, elle disait que lors des goûters, les enfants, elle a observé que beaucoup de nos enfants martiniquais n'aimaient pas l'eau de coco. On demande aux parents d'amener des produits du terroir, n'aimaient pas l'eau de coco, mais que les petits Français, européens, étaient ceux-là qui... Et donc, c'était la question, c'était comment les faire aimer cette eau-là. Et elle disait, c'est ça. L'enfant refuse à un moment précis. Et puis, il faut réinsister. Et il faut lui représenter le produit. Parfois, vous lui donnez une paille.
Et le fait d'avoir l'excitation de la paille et de voir qu'il a compris qu'il faut aspirer et pas refouler. C'est un jeu. C'est un jeu. C'est un jeu et il va adorer son eau de coco à la paille. Donc pour les parents, quand l'enfant vous dit non du premier coup, ou bien instinctivement, ou pour X raisons, peut-être aussi par jeu, peut-être aussi parce qu'il voit, comme nous dit docteur Pélage, que vous y tenez, donc il va vous dire, parce qu'il s'affirme à partir de 3 ans, l'enfant est dans une sorte de petite compétition avec vous. Absolument. Il va vous dire non, non, non toute la journée. Et surtout, n'allez pas l'inquiéter quand il vous dit non. C'est la phase qui construit l'homme ou la femme qu'il sera. Si vous abîmez cette phase-là, parce qu'il vous dit non, il y en a qui donnent des petites calottes sur la bouche, des ci, des ça. Non, il ne faut pas brutaliser l'enfant. La phase du non est très importante dans l'évolution de l'enfant. Donc, quand l'enfant dit non, comme le suggère le docteur, n'arrêtez pas, représentez, mais ne le violentez pas. Et oui, ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas. Ça veut dire que la première impression qui s'est mise dans son cerveau n'a pas été positive. Ça ne signifie pas que demain... Qu'il est rejeté totalement. Voilà, qu'elle est rejetée totalement. Donc, une autre fois, vous réessayez, mais jamais dans la brutalité et la violence. Puisque là, on peut vraiment lui enlever toute envie d'essayer même d'avoir une attitude de rejet. À ce moment-là, effectivement, vous pouvez créer un rejet absolu et définitif d'un aliment. Voilà, absolument. Donc, ce que je pourrais dire également, c'est qu'on a les 3 premières années qui sont capitales pour pouvoir éduquer ce goût. Pourquoi c'est important? D'abord parce qu'on a vu que physiologiquement, c'est à ce moment-là que se font toutes les connexions au niveau du cerveau, mais aussi parce que vous allez le rendre apte quand il sera à l'école, à la cantine, à manger tout ce qu'on lui donne à la cantine. Parce qu'autrement, vous avez des assiettes qui repartent remplies, parce que les enfants n'aiment pas les carottes, ils n'ont jamais mangé des épinards, les haricots verts, ils ne savent pas ce que c'est. Et finalement, des enfants qui n'ont rien mangé le midi parce que les parents ne les ont pas habitués à manger même des goûts nouveaux. Mais chez nous, docteur, c'était un principe éducationnel. Un enfant qui mangeait tout ce qu'il y avait dans son assiette était signe pour nous, dans notre culture, de bonne éducation. Oui. Ça voulait dire... cette bonne éducation, c'est 6-7 ans. 2-3 ans, c'est plus l'endoctrinement. Petit. Voilà. C'est ça. Voilà, 2-3 ans, c'est quand même de l'endoctrinement. On l'a obligé, donc il le fait par peur. Comme vous disiez, c'est pas forcément l'idéal. Il faut qu'il ait la possibilité de nous dire non. Voilà. Il faut qu'il ait la possibilité de nous dire non. Oui. Mais dans ces 3 premières années, il faut quand même susciter chez lui le désir de manger petit peu tout. Voilà. Mais pas le violenter pour qu'il mange. Pas le violenter. Mais parce que vous savez ce qui est bon pour lui, lui ne le sait pas forcément, mais au niveau des réactions qu'il va vous présenter, il ne faut pas, parce qu'il a dit non, le forcer, le taper, le bourrer. Absolument. Effectivement, peut-être que parce que vous lui faites peur, il va accepter. Mais après, vous allez bousiller le goût de cet aliment en lui. Et cet aliment peut être très important dans son régime alimentaire. Il y a un point sur lequel on insiste aussi de plus en plus, ne pas obliger l'enfant à terminer son repas. Oui. Au niveau de la prévention de l'obésité, parce qu'on considère que l'enfant régule son appétit, il y a une régulation au niveau du cerveau de l'appétit. Quand on a assez mangé, on n'a plus envie de prendre autre chose. Quand vous forcez cette régulation, vous le lancez dans la boulimie. Il apprend à manger sans avoir faim. Et là, ça peut être aussi la porte d'entrée de l'obésité. Mais est-ce que... Si l'assiette n'est pas... Parce que chez nous aussi, on n'aimait pas voir les enfants laissés dans l'assiette. Non, c'est vrai. Mais quand il est tout petit, quand il a déjà 7 ans, il sait qu'il va demander une petite part. D'accord. Quand il est petit, c'est nous qui décidons de la part. De la quantité. Et cette part peut être trop importante que par rapport à son besoin, par rapport à son besoin du moment. D'accord. Donc ne pas le forcer à terminer l'assiette, parce qu'il est en train de réguler justement cet appétit. Bon, je vous parle des 3 premières années. D'accord. À 7 ans, c'est autre chose. Mais est-ce que si on est dans cette posture-là avec l'enfant, est-ce qu'on ne lui enlève pas aussi le plaisir, ce qu'est l'alimentation dans la culture d'un peuple? C'est le plaisir aussi qui accompagne le fait de manger, ou la sensation qu'on a de faire quelque chose qu'on aime, qui procure du plaisir. Vous parliez tout à l'heure du plaisir. Est-ce qu'un enfant
qui va vivre l'acte de manger, de se nourrir comme une corvée, ou bien en sachant que derrière les contraintes, mange tout, finis ton assiette. Absolument. Mais on peut lui gâcher ce plaisir. On peut lui gâcher sur la vie, sur la nourriture doit être un plaisir. Les deux sont liés. Il y a un certain hédonisme à manger. Voilà. Et je pense que cet hédonisme se développe aussi en famille. C'est-à-dire le petit, même s'il a 1 an et demi, vous pouvez l'asseoir autour de la table familiale. Et en parlant avec... au milieu de la conversation, finalement, il prend plaisir à ce moment qui est un moment non seulement de nourriture, mais un moment de convivialité. Donc, la question que les parents doivent se soucier aussi, quand ils sont dans la relation de nourrir l'enfant, qu'ils ont à lui apprendre le goût, qui est associé aux odeurs et puis aux textures, mais également protéger chez lui le sentiment du plaisir social, le sentiment. Je me souviens c'était au Secours catholique, une directrice Secours catholique disait, mais les enfants ne mangent pas à table en famille, ils ont un plateau télé. C'est-à-dire que la famille ne se retrouve pas, même pas le dimanche ou le soir, autour d'une table pour manger. Et ça, je pense que dans la prévention de l'obésité, c'est un point important. Parce que quand vous êtes autour d'une table, vous n'êtes pas fixé sur l'alimentation. Vous avez la conversation, le plaisir d'être dans la table. Quand vous êtes devant la télé, vous n'avez même pas conscience de votre satiété. C'est-à-dire que vous grignotez, vous regardez et finalement votre cerveau ne vous envoie pas les messages disant que votre estomac est rempli. On ne les capte pas quand on ne les capte pas. Donc vous mangez sans avoir faim. Vous prenez l'habitude de manger sans avoir faim. Quand vous êtes à table, finalement vous avez assez. Bon, mais vous êtes content d'être à table. Mais c'est ce que j'allais vous demander, parce que l'idée du plaisir, je voulais en venir à ça. Beaucoup de gens mangent sans plaisir, sans faim, parce qu'ils ont un sentiment de vide aussi en eux. Et ça, alors parfois devant ou pas devant la télé, mais ils mangent, c'est comme un vide à combler, mais infini. Ils n'arrivent pas à le combler. Il n'y a pas de solution à ça. Mais la solution, c'est d'être ensemble. Si vous êtes ensemble avec vos enfants, votre conjoint, et que vous lui demandez « mais comment s'est passée ta journée ?» Tout le monde profite du récit de l'école, du récit du travail, de faits divers, de ce qui s'est passé dans le bus. Et on mange en étant dans une petite société qui partage autre chose que simplement manger. Et manger devient un des actes de cette vie sociale. Moi, je crois qu'il faut retrouver le repas en famille. Ne pas manger chacun son coin. C'est vrai que c'est pas facile quand les deux travaillent, qu'il y a des enfants qui doivent préparer leurs devoirs, se coucher tôt. Mais au moins le week-end, s'asseoir ensemble et prendre le temps de manger. Moi, je dois dire que... Alors, peut-être qu'on commet beaucoup d'erreurs parce que le corps de notre peuple a changé. Je parle de son corps physique. Il a changé. Il est très, il y a l'obésité ou le surpoids. Il a changé. Nous étions des personnes très, très portées sur l'esthétique corporelle, le soin au corps, etc. Et aujourd'hui, nos corps nous ont échappé, littéralement. Et ceux de nos enfants, mais j'ai observé dans beaucoup de lieux, quand on sort le week-end, il y a de très grandes familles qui mangent ensemble, qui restent de très longues heures à table. Et ça, c'est une tradition fantastique de chez nous. Oui. Mais ils sont tous obèses, docteur. Parce que peut-être ils mangent trop. Parce que chacun a apporté une tarte, chacun a apporté une glace. Dans un restaurant. Ils se nourrissent très bien. Oui. Mais peut-être que c'est vrai que c'est l'un des plaisirs que les gens ont alors. Mais c'est pas ce repas qui a entraîné l'obésité. Ils sont obèses et ils sont venus. C'est ça. Non, l'obésité, elle est mondiale d'ailleurs. C'est une épidémie mondiale. Mais chez nous, ça nous est elle est beaucoup plus importante chez nous. Mais l'obésité a commencé aux États-Unis. Bien sûr. Avant, on se moquait. Quand je me souviens, quand on était enfant, on se moquait des Canadiens quand ils débarquaient de croisière parce qu'ils étaient obèses.
obèses. Et puis, ça nous a rattrapés. Et je pense que c'est lié à l'alimentation moderne. Beaucoup de pensent aux perturbateurs endocriniens, comme je vous disais, les édulcorants, les acidifiants, les plastiques. Et tous nos gens mangent avec un coca ou un soda. Et le soda et le coca. À l'heure du repas. Mais absolument. Le coca et le soda, vous avez la bouteille plastique, vous avez l'acidulant, vous avez du biphénol en permanence. Mais à l'heure du repas. Oui. Le repas n'est pas accompagné d'eau. Voilà. Il est accompagné de... Absolument. Et est-ce que quand les enfants voient ça... S'il y a une chose qu'on pouvait dire à cette émission, c'est de ne même pas habituer l'enfant au goût du coca. Un enfant qui n'a jamais eu ni soda, ni coca, dans l'enfance, il n'aime pas ça à 14 ans. Il ne va pas l'aimer. Vous avez des enfants qui sont élevés sans justement ces boissons gazeuses et qui finalement, lors des anniversaires, n'en prennent pas. Et s'il y a quelque chose qu'on pourrait dire aux familles, c'est ne mettez pas le coca sur la table. Et quand il y a des anniversaires, ne mettez pas du coca. Mais quand les parents eux-mêmes mangent comme ça. Ne mettez pas du coca. Prenez l'habitude aujourd'hui, après cette émission. De toute façon, l'émission est faite aussi pour nous faire réfléchir et changer nos habitudes. N'achetez pas de coca. N'achetez pas de coca. N'achetez pas de soda. N'achetez pas de coca. Et quand il y a des anniversaires, ne mettez pas de coca. Et quand vous êtes un modèle, pour l'enfant. Faites du jus, achetez du jus de préférence en bouteille en verre, si possible en bouteille qui ne soit pas en plastique, non gazéifiée, et puis donnez de l'eau. Donnez de l'eau. Mais apprendre que le repas, le meilleur liquide pour accompagner le repas, c'est l'eau. C'est l'eau. Mais quand les parents, quand vous avez tous vos bouteilles de soda, de coca, et que vous ajoutez à un repas qui est déjà très riche, autant de sucre, parce que le soda ne vous apporte rien, n'est-ce pas, docteur? Le soda n'apporte rien, c'est de l'eau, c'est du sucre, c'est des édulcorants. Et j'avais lu une fois la composition des sodas, vous avez aussi des produits addictogènes, c'est-à-dire que c'est la société de consommation. Il faut mettre soit un petit peu d'alcool, soit un petit peu de dérivé du pétrole. On met quelque chose qui fait que vous aurez toujours envie. Oui, de ce goût-là. Voilà. Oui, comme dans les hamburgers. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Donc, finalement, c'est déjà prévu que quand vous aurez acheté la première bouteille de coca, vous serez un client fidèle. Alors, n'achetez pas de coca, n'achetez pas de soda, n'achetez pas de boissons gazeuses édulcorées. C'est déjà... Et quand ils ont des envies de sucre, j'ai entendu une maman dans un supermarché il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est une mamie qui disait à l'enfant, tiens, prends-toi une bouteille d'eau dans les espèces de frigo qu'ils ont dans les supermarchés. Et la maman dit, ah non, il fait chaud, laisse-le prendre un coca. Et ça m'a travaillé pendant des heures. Je n'ai pas compris le lien qu'elle a fait entre laisse-le prendre un coca parce qu'il fait chaud. Mais parce que pour elle, l'eau n'existe pas. Vous avez des gens qui ne savent pas ce que c'est que boire de l'eau, qui ont soif, qui boivent un coca. Mais la chaleur et c'est oui, quoi non, mais le vous savez, lien? c'est une question d'habitude, de dépendance. On est dépendant du coca. Le coca, c'est la cola, c'est une plante addictogène. Chez nous, je sais on est dépendant du soda, on est dépendant du coca. Donc pour elle n'imagine pas qu'on puisse boire de l'eau. Et d'ailleurs, vous avez vu que nos eaux, qui étaient très bonnes au départ, on les a édulcorées. On les a édulcorées à la fraise. C'est vraiment stupide. Mettre un édulcorant artificiel qui apporte des perturbateurs endocriniens dans une eau qui était très bonne. Docteur, est-ce que... Donc, ce que vous appelez des activateurs de goût, c'est ce qu'on appelle aussi des édulcorants, mais des exhausteurs de goût. Oui, des édulcorants. Oui. C'est pour notre public. Des édulcorants. Voilà. Pour les parents qui vous écoutent et qui ont envie de... Voilà. Qu'est-ce que vous leur expliquez quand vous parlez de... Est-ce que vous voulez bien leur expliquer ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien et comment ça dérègle en fait l'organisme? Alors, je vais vous répondre tout de suite sur l'exhausteur de goût. J'ai découvert que la cannelle, il n'y a pas mieux pour rehausser le goût même du salé. Oui, en lisant, voilà. C'est voilà. Vrai, et finalement, si vous voulez rehausser, mettre moins de sucre
et donner le sentiment que le produit est bon, sucre ou sel. La cannelle donne le sentiment que c'est sucré. Vous mettez un petit peu de cannelle et vous diminuez la quantité de sucre. Et c'est un produit pur. Et c'est un produit pur, naturel. Voilà. Donc, usez et abusez de la cannelle, même dans vos plats salés, et vous verrez que ça va rehausser. Et puis le parfum que ça donne est très extraordinaire. Alors, le perturbateur endocrinien, comme je vous disais, c'est une substance. Comme on parle d'alimentation, c'est essentiellement le biphénol et les phtalates. On a découvert que finalement, elle entraîne la perturbation de notre organisme, c'est-à-dire la thyroïde, surtout la thyroïde, mais aussi la fertilité, et elle perturbe le goût. C'est-à-dire elle agit au niveau de notre cerveau, de l'hypothalamus, pour modifier notre sensation de goût. Là où on sentirait le goût sucré, elle diminue cette sensation de goût sucré, ce qui fait que nous ajoutons du sucre parce que nous pensons qu'il n'y en a pas assez. Donc ces produits, on les découvre de plus en plus, on en parle, ce qui fait qu'on interdit les sachets en plastique de plus en plus, non pas seulement parce que ça pollue les océans, mais parce qu'on s'est rendu compte que ça polluait aussi les animaux marins qui étaient perturbés, qui avaient des perturbations endocriniennes de leur thyroïde, de leur thyroïde et de leurs organes sexuels, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une féminisation des animaux, féminisation des ours polaires, par exemple, qui n'arrivaient plus à se reproduire, parce que ce sont des perturbateurs endocriniens. Mais vous nous aviez parlé de ça pour la chlordécone, pour nos garçons. Le chlordécone aussi, c'est qui est un perturbateur endocrinien. Donc finalement, le biphénol dans l'alimentation, c'est-à-dire globalement tous les plastiques, toutes les boîtes en plastique, toutes les bouteilles en plastique, vont modifier notre thyroïde, c'est-à-dire le développement du cerveau et de la croissance, entraîner des pubertés précoces et entraîner l'obésité et le diabète. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, ces perturbateurs modifier le fonctionnement de la graisse. C'est-à-dire là où vous auriez pris 200 grammes, avec du biphénol, vous allez prendre 2 kilos. Là où un bon repas vous fera prendre 200 grammes, s'il y a du biphénol, il vous fera prendre 10 fois plus. Donc finalement, on est dans des choses extraordinaires et la réversibilité n'est pas forcément totale. Vous avez mangé à Noël, vous avez fait des excès pendant les fêtes de fin d'année. La première semaine de janvier, vous recommencez à manger normalement, vous perdez vos 2 kilos que vous avez pris à Noël. Ça, c'est la situation de base de tout le monde. Quand vous avez des perturbateurs endocriniens, vous ne les perdez pas. Mais nous avons l'habitude chez nous de festoyer beaucoup et d'utiliser beaucoup de supports en plastique, n'est-ce pas? Des fourchettes, des gobelets, des assiettes. Est-ce que ça, il fait? Mais ça, c'est certainement. Maintenant, vous avez vu qu'on ne les vend plus en libre service parce qu'on s'est rendu compte que l'épidémie mondiale de diabète et d'obésité était liée à ce biphénol. Mais autrefois, si vous remontez il y a 40-50 ans, on avait des couverts en aluminium ou en inox et puis on faisait de la vaisselle. Maintenant, on ne fait plus de vaisselle quand on a des fêtes. Voilà, on ne fait plus de vaisselle, on jette tout. Quand on a des invités. Mais finalement, ça se retrouve dans la rivière. Ça se retrouve dans la rivière, ça se retrouve dans l'air, dans l'incinérateur. Donc nous respirons ce biphénol, nous l'avons dans la rivière quand les détritus ont été lancés dans la mer. Les animaux, les poissons les récupèrent et tout le monde est perturbé par ces perturbations. Donc il faut revenir en arrière et recommencer à avoir des couverts qui soient lavables. Ce que nous avions très naturellement. Mais oui, il faut recommencer à faire la vaisselle. C'est vrai que ça nous demande un petit peu plus de travail. Même l'utilisation des produits... des liquides vaisselle, tout ça, c'est à utiliser à très petite dose, mais je sais qu'il y a des gens qui en font un grand usage. Et dans ces produits-là, si on sent bien, on sent le pétrole, c'est-à-dire que le liquide vaisselle est rincé. Donc il ne reste pas sur la vaisselle. Il y a un dépôt quand même. Oui, il ne reste pas sur la vaisselle. Mais dans la cuisson, quand vous avez des édulcorants, quand vous avez des produits que vous achetez tout fait, par exemple les barquettes, les produits qui sont enfermés dans des barquettes, vous avez un transfert des perturbateurs de la barquette vers la viande, vers le poisson, vers le légume qui est déjà préemballé. D'accord. Et le film plastique également. Le film étirable que vous mettez au-dessus de cette barquette peut également transférer un peu de biphénol dans l'aliment. Donc c'est la raison pour laquelle maintenant... Alors qu'est-ce que c'est? C'est une molécule ça? C'est une molécule, le biphénol, qui rappelle beaucoup les oestrogènes, les hormones féminines. Quand vous regardez la structure chimique du biphénol, il n'est pas tellement différent du distilbène, qui est une molécule oestrogénique. C'est la raison pour laquelle il a une action sur la fertilité, il a une action hormonale. D'accord. Donc pour nos téléspectateurs,
j'espère que vous comprenez bien ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien. C'est quelque chose qui dérange en fait. Qui dérange les hormones, la thyroïde, voilà. Les ovaires, les donc, glandes, tout ce qui, le comment diabète. On appelle l'ensemble de ces glandes-là. Le système endocrinien. Le système endocrinien. Donc, votre thyroïde, votre... Même la fertilité, les ovaires, les testicules. Donc, tout ce qui permet de... Voilà, le pancréas avec le diabète et la graisse. Hein. Voilà, donc tout votre système est en fait déréglé. Et déréglé par ces perturbateurs endocriniens. À cause de ce perturbateur. Donc, c'est pas banal. Et si vous avez des enfants, vous faites des enfants qui grandissent avec ces produits qui sont, vous voyez, aussi à la longue cancérigènes, vous voyez, vous avez la source, l'explication du fait que, par exemple, votre enfant grandit, on le voit posséder seins, les garçons. Oui, vous avez le développement mammaire avec les perturbateurs. Ils ont vraiment des hanches Les garçons se féminisent. Ils ont des hanches en amphore, alors qu'au départ, ils avaient des hanches bien droites. Oui. Donc, vous comprenez, chers parents, chers amis, chers téléspectateurs, tous ceux qui sont intéressés par ces problématiques, il faut faire attention à cette façon, tout ce qui peut vous apporter une explication. Mais nous, notre préoccupation là, c'est de vous dire qu'il y a tous ces phénomènes qui nous placent à égalité, on va dire, avec le monde. Mais il y a une chose qui nous éloigne du monde, c'est le fait que nous avons un système alimentaire, un système de produits, de fruits extraordinairement adapté à nos besoins et que nous le laissons de côté ou l'oublions ou parce que nous n'avons pas été éduqués à penser que tout ce système, ces produits, ces fruits étaient extraordinaires, nous les laissons de côté pour acheter des fruits qui ne nous apportent aucune valeur nutritive, ni à nos enfants, et qui par ailleurs sont très chers. Voilà, donc ça et on pense effectivement que l'explosion d'hypertension, parce qu'aujourd'hui beaucoup de personnes, même jeunes, sont hypertendues, l'explosion de diabète et l'explosion d'obésité, qui sont des maladies toutes métaboliques, sont liées à cette modification alimentaire. C'est-à-dire qu'on a passé d'une alimentation traditionnelle qui était très calorique, il ne faut pas oublier, elle était calorique, à une alimentation qui n'est pas adaptée à notre corps. Et c'est en ce sens que je vous rejoins tout à fait. Quand vous regardez l'alimentation des gens, il y a dans les années 50-60, un goûter, c'était très calorique. Il y avait du pain, du beurre, de la gelée. C'était pas sans sucre, hein. C'était très calorique. On mangeait des graisses, du pain. Voilà, on se dépensait beaucoup, mais tout ça, c'était naturel. Et puis, on avait un rapport à la campagne. Mais tout ça, c'était quand même naturel. Quand vous aviez des baptêmes, on mangeait beaucoup lors des baptêmes. On mangeait beaucoup, mais on mangeait des choses qui avaient été cuites. Et on vivait dans un environnement qui était très sain et dans lequel on se dépensait beaucoup. Et la question de l'urbanisme aussi, qui nous rend sédentaires, doit être un élément, un paramètre à prendre en compte. Maintenant, on est assis dans nos cités, dans nos trucs, on ne bouge pas beaucoup. Il y a une combinaison des deux. On bouge moins. Et on a une alimentation qui est moins naturelle. Si vous regardez les petits déjeuners des gens, beaucoup de gens vont à la pâtisserie du coin. Absolument. Mais le pain d'aujourd'hui n'est pas... Le pain d'aujourd'hui n'est pas le pain d'avant. Absolument. Vous avez la farine d'aujourd'hui n'est pas la farine d'avant. Vous avez des viennoiseries. Dans ces viennoiseries, vous avez quoi? Vous avez des graisses trans, qui sont des graisses ni saturées ni insaturées, qui entraînent l'obésité. Et vous avez du sucre. On ajoute toujours du sucre. Qui ne saturent pas. Ils ont faim tout de suite après. Et finalement, vous avez une alimentation qui a été modifiée. Tandis qu'avant, vous aviez peut-être votre sandwich avec de la morue, avec des concombres, qui était peut-être aussi important au niveau calorique, parce que vous aviez peut-être un pain coupé en 3. Mais le mode de vie, docteur, a changé. Mais vous aviez quand même des aliments naturels, donc votre organisme les digérait mieux, et vous aviez moins d'obésité. C'est ça. Et vous aviez moins d'obésité. On n'a pas connu ce phénomène d'obésité. C'est-à-dire que ça a touché le monde entier. Et c'est parce que ça a touché le monde entier. Chez nous, c'est davantage. Hein. On a des curseurs qui sont plus importants qu'en France. Maintenant, il y a une dizaine, quinzaine d'années. Il y a une trentaine d'années, peut-être. Déjà autant? Peut-être. Enfin, bon, peu importe. Mais disons qu'on a la même courbe, mais la nôtre, elle est plus élevée. C'est-à-dire qu'on a peut-être 50% d'obèses chez nous, là où en France, il y en a 30%. Oui, on a 47%. Mais justement,
Et les Européens se préoccupent beaucoup de ce phénomène. Maintenant, pour les téléspectateurs, vous avez compris, quand vos enfants sont obèses aussi, vous pouvez les mettre dans des activités sportives, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Inscrivez-les. Il faut augmenter la dépense, ne pas laisser les enfants planqués devant une télé, les envoyer jouer dehors avec un ballon. Et puis inscrivez-les en natation, dans des sports où ils vont faire des efforts, se muscler. Et puis le dimanche, marcher en famille. Et puis ils auront moins faim pendant qu'ils font un sport. Peut-être qu'ils auront moins faim, mais si vous leur donnez du pain naturel, avec quelque chose qui soit du fromage ou de la confiture ou du beurre, ce sera toujours mieux que le pain au chocolat que vous aurez acheté ou le paquet de biscuits. On mange le pain avec une banane mûre aussi. Avec une banane mûre. C'est très bon, ça. Mais oui, ce sera mieux que le pain au chocolat ou le paquet de biscuits que vous allez acheter. Parce que dans ce paquet de biscuits, vous aurez peut-être des perturbateurs endocriniens. Et puis beaucoup de sucre. Et beaucoup de sucre. Et donc, docteur, on demande à nos téléspectateurs de bannir tout ce qui peut déjà être plastique. Tout ce qui est plastique, tout ce qui est... de lire les étiquettes. Oui. Même si vous ne comprenez pas, si vous voyez acidulant, édulcorant, vous supprimez. Vous prenez des produits qui ont peut-être moins de goût, mais qui sont plus naturels. Et puis, bon, le dimanche, faites des gâteaux chez vous. Au lieu d'acheter des gâteaux tout faits, ça vous permettra de mettre des choses naturelles. Et puis l'enfant travaille avec avec les parents. Faites une promenade en famille le dimanche matin au lieu d'être planqué devant la télé. Le matin, on se réveille, on fait 1h et demie de marche en famille. Tout le monde est content, ça permet de causer. Et on mange des choses qui sont naturelles, on fait à manger frais. On ne passe pas à la pizzeria à manger une pizza, on ne passe pas à la crêperie manger des crêpes après avoir marché. On fait cuire des bananes jaunes, on fait cuire de la morue. On oublie la morue, mais c'est très bon, la morue. Et on mange des choses qui sont saines. C'est très bon et très cher, malheureusement. C'est cher. Mais c'est un poisson maigre qui n'est pas calorique. Maigre. Voilà. Mais bien sûr. Donc, on dit aux parents de réduire, d'éviter tout ce qui est perturbateur en supprimant déjà tous les plastiques et puis les gros coca. Et d'habituer leurs enfants à tout manger. Vous avez un chouchine, vous mangez votre chouchine. Vous avez un fruit à pain, mangez le fruit à pain. Des fois, un fruit à pain, quelqu'un va vous le donner parce que sur le bord, il y a un arbre plein. Et vous le congelez, le fruit à pain, comme ça, quand vous n'avez plus... C'est plus la saison, il vous en reste. Il faut le blanchir un tout petit peu. Et puis vous le congelez, ça vous permet d'avoir du fruit à pain dans la durée. Vous faites la même chose. Si vous achetez pour les enfants les ignames avec une viande en sauce, c'est très bon. Les enfants adorent ça. Si vous avez beaucoup de légumes, vous les épluchez. Il n'y a même pas besoin de les blanchir. Vous les mettez au congélateur. Épluchés. Maintenant, nos marchands qui se modernisent, ils nous vendent les dachines. Tout épluché. Donc, mettez ça au congélo, sortez la petite quantité et donnez aux enfants. Et pour garder le goût, l'habitude de nos aliments, le goût, mais aussi pour que leur silhouette se redessine de manière plus harmonieuse. Parce qu'un enfant obèse n'est pas heureux. Je peux vous le dire. Tous ceux-là qui sont autour de lui se moquent de lui, etc. Et il devient un souffre-douleur. Il grandit avec des complexes, avec un manque de confiance en soi. Et après, vous lui donnerez un portable qui coûte 1 000 € pour le gonfler. Mais vous savez, la matière ne nous gonfle pas. Hein. C'est dans nous que se trouve l'estime de soi, pas ailleurs. Pas avec des produits, voilà. Donc, ça, c'est ce que vous vouliez dire encore. Donc, l'autorégulation, l'enfant sent de lui-même, de lui-même qu'il ne veut plus manger. S'il n'a pas de perturbateur endocrinien, il s'arrête quand il n'a plus faim. Quand il n'a plus faim. Quand il n'a plus faim. Donc, on ne l'oblige pas à manger. Vous ne l'obligez pas à manger quand il est tout petit. Quand il est petit. Quand il est tout petit. Les 3 premières années, vous développez le goût et vous respectez le goût de l'enfant, vous accompagnez ce goût avec des saveurs différentes pour lui faire découvrir le maximum de choses possibles. Vous n'entrez pas dans un conflit alimentaire avec lui. Et puis après, à 7 ans, c'est l'âge de raison, vous pouvez expliquer à l'enfant qu'on ne va pas jeter le reste de sa nourriture. Il en prend moins s'il n'a pas très faim, mais il ne prend pas une assiette pleine pour la mettre à la poubelle après. L'enfant de 7 ans peut très bien comprendre ça. Là, vous pouvez très bien accéder à une éducation familiale nutritionnelle. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à nos gens, notre public,
sur ce thème, parce que vous aviez déjà beaucoup parlé du chlordécone. Donc on dit quand même aux parents qui vont aller acheter sur les marchés des produits de faire attention peut-être. Voilà, ce que je voulais également dire, c'est que le bien-être de chacun aussi va la retombée de cette éducation du goût, ce sera le bien-être. Quand vous mangez, il ne faut pas oublier que l'aliment doit vous procurer du plaisir. Alors, il y a un frein auquel j'avais pensé à justement tout ce que nous disons, c'est que le produit importé coûte moins cher et que dans les collectivités, vous savez que on a parlé beaucoup de l'octroi de mer, que les maires ne veulent pas supprimer, mais quand quand on prend dans les cantines des produits importés, ça apporte de l'octroi de mer aux maires. Hein. Donc, c'est difficile. Il faut aussi faire du lobbying auprès des mairies pour qu'elles puissent mettre dans les cantines des produits frais, ne serait-ce que 2 fois dans la semaine. Parce qu'on a ces doubles choses. Un produit frais demande du personnel, ça coûte plus cher. Ça demande du personnel par rapport à un produit importé. Et le produit importé nous apporte l'octroi de mer. Ça, c'est une donnée qui est importante. Mais il nous faut, en Martinique, à mon avis, aller vers l'autoconsommation et l'autosuffisance. Et si ça, on aide nos agriculteurs, si on aide, les produits seront moins chers. Les produits seront moins chers. Mais il y a ce biais de l'octroi de mer aussi qui vient. Mais nous devons aller quand même vers cette autosuffisance et cette autoconsommation parce que c'est un équilibre écologique. Absolument. Nous sommes dans un milieu où nous sommes en équilibre avec notre milieu et nous serons bien si nous mangeons des choses du terroir. Voilà. Donc... vous voyez, chers amis, tout est lié finalement. Hein. Quand on va parler du goût, on a l'impression que c'est quelque chose qui est un peu accessoire. Mais au milieu de tout, vous avez l'information au goût. Et il n'y a pas de goût sans considération culturelle à tous les niveaux. D'où je viens, qui je suis, comment je vis, qu'est-ce qu'on mange dans le bassin dans lequel je vis, comment on se procure les aliments, comment on les agence, comment on dit ça, les prépare, etc. Donc tout ça, ce sont des choses auxquelles il vous faut penser quand vous allez nourrir vos enfants, mais vous aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui revoient la façon qu'ils ont de se nourrir. Et donc, nous-mêmes aussi, qui nous trouvons un petit peu trop, un peu en embonpoint, nous pouvons commencer à nous appliquer les conseils du docteur. Maintenant, c'est de nos enfants que nous voulions parler aujourd'hui. Et vous voyez, il y a beaucoup de petites précautions à faire. Mais ce sont à prendre. Mais ce sont des petites précautions qui entrent dans une routine si vous les avez bien intégrées. Et cette routine vous donnera l'impression que que tout est simple et facile. Au début, il faut se forcer un petit peu. Mais après, ça devient routinier et donc mécanique. Et vous ferez ça très spontanément et automatiquement. Donc prenez le temps de penser à l'enfant comme pas une petite chose, un petit être qui va devenir ce que vous allez faire de lui. Et ça, cette étape-là, cet accompagnement-là est central. Il ne faut pas abîmer l'enfant en le forçant, en le tapant, en lui imposant un goût qu'il n'aime pas, mais l'amener tout doucement, comme nous l'a dit le docteur Jos Pellage, l'amener à revoir parfois un rejet d'un aliment en le lui reproposant sous une autre forme ou à un autre moment. Vous voyez, c'est négocier, agencer, essayer d'être en communication avec l'enfant. C'est pas une espèce de chose inerte sur laquelle on tape impunément et nous éviterions probablement les problèmes connexes, qui sont l'obésité, le diabète et tout ça, à nos petits. Nous avons besoin qu'ils soient la continuité de notre société et il faut les protéger. Merci, docteur. Oui, on est arrivé à l'heure. Non, je voulais simplement prendre un exemple, par exemple, d'un fruit à pain qui aurait été cueilli. Vous avez montré à l'enfant le fruit à pain, vous l'avez fait cueillir, vous le coupez devant lui. L'enfant qui n'aime pas le fruit à pain, vous lui montrez comment on épluche, comment on le cuit, vous lui faites goûter en purée, on faisait des gâteaux de fruits à pain. Et le fait de faire participer l'enfant
à la préparation et à la cuisson, puis peut aussi le réconcilier avec ce goût qu'il n'aimait pas au départ. C'est ça. Ça veut dire qu'il Donc il y a tout un chemin, il y a toute une ouverture là qui se dégage là aujourd'hui pour nous, pour nos fruits et légumes, en sachant que nous construisons, comme vous dites, la société de demain. Et depuis 2009, docteur, nos jardins Bocase fleurissent. Donc on a un retour un peu comme ça qui nous font reprendre espoir. Vous voulez bien dire quelque chose à nos téléspectateurs? C'est malheureusement Mais écoutez, déjà fini. je dis que c'est une émission très intéressante et très importante. On a parlé du goût, mais il faudrait les transposer aussi à la vision et à l'audition. Apprendre à l'enfant à repérer des sons, les sons des animaux de jour, les sons des animaux de la nuit, éveille aussi le sens de l'audition. Donc c'est tout un champ d'éducation qui s'ouvre à nous parents. Et vous verrez que de plus en plus on va délaisser la télévision et on trouvera des activités à faire avec nos enfants. Voilà. Chers téléspectateurs, c'est déjà fini. J'espère que vous avez profité de tout ce que vous a appris notre docteur nous est précieux, parce que vous avez vu, elle a une bonne connaissance de tout ce qui concerne le monde de l'enfant, à côté d'une vision aussi plus sociétale et de considération plus sociale. Écoutez, réécoutez l'émission et puis partagez-la, faites connaître ces principes. Il y a beaucoup de gens qui s'occupent de petite enfance, qui se servent de ce type d'émission. Profitez-en et puis faites-nous remonter vos questions. Éventuellement, si on peut y répondre, on invitera aussi des spécialistes. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie d'avoir écouté avec attention Dr Jos Pélage. Et puis, je vous dis à très bientôt.